Nous rejoignez pour cette édition de la mi-journée. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Au sommaire, les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations 2016 seront francophones. La République démocratique du Congo croisera le fer à la Guinée-Conakry et le Mali rencontrera la Côte d'Ivoire. L'entraîneur des Léopards se dit satisfait du bilan de la rencontre des quarts des finales qu'il qualifie d'éprouvant. Décryptage de l'actualité sportive tout à l'heure avec Jean-Louis Kaninda. Et puis l'impunité se dresse comme un frein dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, alors que des voix s'élèvent pour réclamer des mesures coercitives en vue de traquer les auteurs de ces actes. Le gouvernement rassure de la mise en place des stratégies adéquates pour réduire l'ampleur de ces fléaux. Dossier à suivre dans cette édition. Enfin, l'ultimatum lancé par la dynamique de l'opposition à la Commission électorale nationale indépendante a expiré ce 31 janvier. Occasion pour cette plateforme de dénoncer les manœuvres pour retarder le processus électoral. Des rencontres en rapport justement avec cet ultimatum s'organisent au sein de la dynamique de l'opposition. Madame, Messieurs, encore une fois, bienvenue à tous. Nous ouvrons par une commémoration, un septennat et vite accompli pour B1 FM, votre radio, qui s'est taillé une place dans l'aéropage d'autres organes, vient de totaliser 7 ans depuis 2009 de son programme souple partant des journaux des 6 minutes, des bulletins des 3 minutes, ainsi que des émissions interactives et mini-dossiers abordant des sujets d'intérêt sociaux. B1 FM est aujourd'hui une référence dans l'originalité d'approche participative d'audience. L'on ne peut que souhaiter un heureux anniversaire à la 87.8 MHz. Et puisqu'on parle des médias, premier jour du mois de février, une date qui correspond justement à l'ultimatum donné à la chaîne de télévision Canal Congo, CCTV, de réduire son signal TV sous silence. C'est un ultimatum lancé par le gouvernement congolais à la chaîne après avoir accordé à la société Star Times la fréquence analytique jusque-là utilisée par CCTV. Cet acte du gouvernement se justifie du fait que toutes les chaînes en République démocratique du Congo sont censées s'affilier dans le bouquet de la télévision terrestre malgré cet ultimatum qui arrive à terme et l'avis de conformité délivré par le CESAC à la société Star Times. La chaîne de télévision continue à émettre jusqu'à présent. Un autre ultimatum, c'est celui lancé par la dynamique de l'opposition. Je vous le disais tout à l'heure, cette plateforme lance les manœuvres pour retarder le processus électoral. C'est la conclusion faite hier, 31 janvier, alors que s'expirait l'ultimatum lancé par la dynamique à la Commission électorale nationale indépendante. Pour les opposants, la responsabilité incombe à la majorité présidentielle. Ils soutiennent par contre qu'il suffit d'une bonne volonté politique de ces acteurs de la CENI pour respecter le calendrier consensuel. À la majorité présidentielle, l'on estime le temps est imparti avec la révision du fichier électoral ainsi que des contraintes légales auxquelles il faut faire face. La Commission électorale nationale indépendante ne saura pas respecter le délai. Entre-temps, la planification des activités électorales dans les différentes provinces démembrées ne souffrira plus dans sa mise en œuvre. 33 logisticiens de la Commission électorale nationale indépendante viennent de renforcer leur capacité dans ce sens, dans l'objectif bien d'améliorer la gestion et l'évaluation de toutes les activités liées au processus électoral. Reportage Bibish Ngouaï et Darli Zouzi. C'est un acquis pour la meilleure planification des activités électorales dans les différentes provinces démembrées. 33 logisticiens de la Commission électorale nationale indépendante ont été suffisamment outillés sur la gestion et évaluation des activités électorales, capables de relever les défis logistiques préélectoraux, électoraux et post-électoraux. Assiduité, dévouement, détermination, autant des vertus démontrées par ces derniers, des valeurs cardinales très bénéfiques pour les attentes de cette centrale électorale. Il s'agit d'un pari non négligeable que de pouvoir compter sur un noyau solide, des logisticiens outillés dans la planification stratégique et financière, juste à la veille des grandes échéances électorales de notre pays, et particulièrement au lancement de l'opération de révision du fichier électoral. Nous pensons qu'en partant, vous allez mettre à profit toutes ces connaissances. Sur ce, je déclare donc close la session des formations modulaires Bridge, la planification stratégique et financière en faveur de logisticiens de la CENI. Je vous remercie.
Merci. Lors de cette formation, des conseils pratiques ont été prodigués aussi par le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante. Et pour manifester l'intérêt, les autres membres du bureau ont apporté leur contribution à ce rendez-vous organisé par l'Union européenne et le Programme des Nations unies pour le développement. Lutte contre la corruption, la République démocratique du Congo a encore du chemin à parcourir en cette matière. Des mines aux secteurs économiques et bien d'autres, la corruption en République démocratique du Congo est un mal qui constitue l'une des pesanteurs au développement du pays. Un récent rapport publié cette semaine par Transparency International place la RDC dans une position peu encourageante. Pourtant, les autorités continuent d'assainir le milieu. La corruption reste un fléau que la République démocratique du Congo ne peut s'en complaire. À tous les niveaux, on n'y s'en contente pas comme voie noblissant pour l'enrichissement. Et d'ailleurs, même les corrupteurs et corrompus n'y devraient pas opérer impunément. Tout le monde décrit et de plus en plus le Congolais exige des actions de sape, de chancre qui ruinent le bonheur collectif. Ce mal répand sa terreur non seulement en République démocratique du Congo, mais bien aussi sur tous les continents africains et dans les pays les plus puissants du monde. C'est que justifie des rapports tels que ce dernier en date publié le 27 janvier par Transparency International qui classe la République démocratique du Congo 145e parmi les 167 pays concernés par le rapport de la dite enquête, avec un score de 22 comme en 2014. On pourrait relever que l'année 2015 donne des indices des efforts allant dans le sens de réduire la nocivité de la corruption. Transparency International conseille la lutte contre l'impunité comme le soutiennent les analystes. Je suis tout à fait d'accord avec l'enquête des Transparency International dont j'ai fait partie. Parce que la corruption, c'est devenu un sport national dans ces pays. Il faut pas se voiler la face. Et tout à l'heure, j'ai parlé de l'impunité. Si le gouvernement pouvait vraiment sanctionner dans les régies financières et même dans tous les services, au niveau de l'appareil judiciaire, où vous trouvez des gens qui détournent les deniers publics et qui se voient le lendemain, ils sont promis dans d'autres fonctions plus importantes, comme si on les encourageait, on leur donnait une prime dans leur marche au détournement qu'ils font. Dire, bon, vous avez détourné ici, maintenant vous êtes promis pour aller détourner encore davantage. Pour faire mieux. Donc ce n'est pas normal. Des réponses à ces inquiétudes sont enclenchées depuis la démarche volontariste au plus haut niveau de l'État qui, vu la nomination d'un conseiller spécial du chef de l'État en charge de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Lusolo Bambi, qui déjà en décembre 2015 avait parlé de la situation de la République démocratique du Congo face à la corruption. Notre situation à travers le monde n'est pas bonne en matière de gestion de la corruption. Chaque année, nous avons une fuite des capitaux, une évasion, une fraude autour de plus de 10 milliards de dollars. Le problème est collectif. À un problème collectif, il faut une solution collective. Il faut une prise de conscience d'abord. Donc le gouvernement doit avoir une politique claire de lutte contre la corruption avec un financement précis. L'Assemblée nationale et le Sénat, donc le Parlement, dans son budget. Et parce que c'est là la démonstration de la volonté politique et institutionnelle d'éradiquer ce phénomène. L'Assemblée nationale, je dis donc le Parlement, doit montrer, les honorables députés doivent montrer leur volonté de lutter contre la corruption. Peut-on de ce fait considérer que le rapport de Transparency International est un rappel de plus sur la vision que la République démocratique du Congo a pour son émergence? Barrer la route contre ces corrupteurs implique tout le monde. Le gouvernement semble donner le temps pour cette année 2016, comme par exemple dans sa batterie des mesures pour amorcer la résilience, il est décidé d'appliquer la répression contre les agents impliqués dans la fraude et la corruption. Malaise chez les infirmiers de Kinshasa. Ils menacent d'aller en grève pour rentrer dans leurs droits. La situation est consécutive au non-respect des engagements pris par le gouvernement lors du protocole d'accord signé avec le syndicat. Entre-temps, Joseph Kibangula, secrétaire général de l'Union nationale des infirmiers et infirmières du Congo, invite l'exécutif national à répondre positivement aux promesses faites aux infirmiers et aux paramédicaux. Nous sommes encore dans la phase de bon sens. Nous venons d'introduire la lettre ce lundi et nous allons voir l'attitude ou la réaction du gouvernement. Au cas où il ne réagit pas, et nous allons confirmer sa mauvaise foi et ça va nous pousser à adopter d'autres attitudes. Vous ne savez pas comment les médecins sont parvenus à toucher ce qu'ils ont touché, mais nous savons comment cela est arrivé.
Bon, nous ne voulons pas cette comparaison parce que dans le secteur de la santé, il n'y a pas que le médecin. Mais ça tombe mal. Nos revendications n'ont jamais été résolues dans la paix. Et le gouvernement aime toujours le bras de fer. Bon, il a tout le pouvoir, bien entendu, mais il faut quand même qu'il soit juste et équilibré, équitable même. Un mois après les inondations dans la ville de Kinshasa, la situation des enfants dans le quartier Ndanou, situé dans la commune de Limete, est loin d'être améliorée. Les écoles sont détruites, des parcelles qui restent inondées. Les habitants de ce quartier vivent dans l'insalubrité. Ils sont au micro de Christian Elongo. Ces inondations ont causé des dégâts graves. Nous avons appris que les autorités sont venues s'enquérir de la situation. Mais rien n'est fait jusque-là. L'accès à l'école est devenu difficile, car toutes les écoles du coin étaient inondées. Quand il commence à pleuvoir, je m'inquiète et suis traumatisé à cause de ce qui s'était passé. Je garde encore ces mauvais souvenirs. J'invite ainsi d'autres enfants à parler comme moi afin qu'on trouve la solution. Pendant les inondations, nous avons sérieusement souffert avec les enfants. Nos biens ont été également détruits. Nous attrapons des maladies telles que le paludisme et les infections. Nous ne consommons que le paracétamol et que de l'arène pour nous soulager, car nous n'avons pas d'argent pour les soins appropriés. Nous sommes les relais communautaires. Nous sommes les ponts entre la zone de santé et la population du quartier. Nous sommes là juste pour sensibiliser. Nous sensibilisons les ménages de porte à porte pour les informer par rapport d'abord aux risques qui peuvent arriver pendant ou bien après les inondations. Parce que quand il y a inondation, ça laisse des abris dans des maisons. Il y a l'humidité qui peut causer des maladies. C'est pourquoi nous demandons à la population de bien d'abord entretenir l'air milieu, l'air parcelle, bien entretenir l'air toilette et puis d'utiliser des eaux qui sont bouillantes, donc des eaux bouillantes. Il doit bouillir d'abord de l'eau avant de la consommer. L'on espère que ce cri de détresse trouvera certainement un écho favorable. Déterminés à développer leurs provinces respectives, les fils et les filles de la nouvelle entité de Mongala se sont réunis autour de leur autorité pour une prise des positions communes sur l'émergence de cette nouvelle province. La salle polyvalente Saint-Hermès a servi de cadre pour cet échange de vœux. Devant l'ingénieur Janine Otto, commissaire spécial adjoint, et représentant personnel de Madame le commissaire spécial, Michael Sakombi, commissaire spécial adjoint en charge de l'écofidé, les filles et fils de la Mongala se sont échangés les vœux. L'administrateur du territoire de l'Issala a en premier lieu remercié les commissaires spéciaux pour cette cérémonie prémisse pour l'année 2016. Alors que toutes les couches de la population étaient représentées, le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale n'a pas hésité à son tour de lancer un appel vibrant à tous les Mongalais et Mongalaises de soutenir l'exécutif provincial pour que Mongala se développe. L'ingénieur Janine Otto a enfin pris la parole. J'appelle à nouveau les filles et les fils de la province de la Mongala à adhérer et soutenir massivement l'initiative de dialogue inclusif convoquée par le président de la République, chef de l'État, qui est la voie royale pour dégager un processus responsable en fait de relancer notre processus électoral en nous conférant toutes ces lettres de noblesse, à savoir la conformité aux standards internationaux, notamment sa crédibilité, son inclusivité et surtout son apaisement. Au nom de son Excellence, Madame le commissaire spécial à mission, au nom de mon collègue le commissaire spécial adjoint ici présent et au mien propre, je présente à toutes les forces vives de notre province, à travers vous, honorables députés provinciaux, mes vœux de bonheur, de prospérité, de santé et de longévité. Les accolades en colonne et comme tout Africain, un repas et un verre ont été servis et la cérémonie s'est clôturée dans un climat de sourire. Il a pu échapper belle de main de ses ravisseurs. Mumbele Sileluya, après avoir passé plus de 10 jours de captivité dans les mains des ADF Nalu, il s'en est sorti avec des traces d'étranglement sur son corps et témoigne avoir vécu les pire, cette fuite intervenait pendant que les autres otages subissaient l'exécution de ces assaillants
correspondance à Béni de Erika Smissi. L'otage justifie sa fuite comme un miracle au regard de la ceinture et la vigilance des combattants présumés ADF, auteurs de leur enlèvement. Messieurs Mombere Souloulé à Eric, habitant les quartiers Kanzoulinzouli en ville de Béni, avait été emporté pendant qu'il s'est rendu au champ vers Mayangos le samedi dernier. Après sa fuite, témoignant à la coordination nationale de l'ONGDH, Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH, basée à Oicha, la victime a fait savoir que lors de leur enlèvement, les assaillants étaient plus ou moins 170, dont les femmes, hommes et enfants. Sur leur apparence pouvaient faire peur, les armes qu'ils détenaient également, a-t-il dit. Les assaillants s'exhumaient à l'Ouganda et Kinyarwanda, voire en Swahili, des langues qui confirment réellement que la rébellion ougandaise ADF est financée par certains pays voisins de la République démocratique du Congo. Pendant que le prenait fuite, la victime indique avoir été submergée d'incertitudes et d'émotions au regard de la densité. À la même source d'ajouter que sa fuite est intervenue pendant que les assaillants étaient en train d'égorger les autres otages. C'est par la localité de Mbaou, finalement, après un voyage de plus de 8 heures, que l'otage a réapparu au vu de ses pairs. Pour l'heure, officiellement, rien n'est connu sur les sœurs d'autres otages. Entre-temps, les 3 présumés combattants ADF capturés par les agriculteurs de Mayangosé demeurent entre les modes services de sécurité à Béni et la classe politique. La société civile et ses composantes veulent à tout prix la tenue des audiences publiques. Question de fixer l'opinion sur la vraie identité des assaillants qui pose encore officiellement problème jusqu'aujourd'hui. Vous le savez, l'actualité sportive reste dominée sur le continent par le championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016 et la République démocratique du Congo a pu décrocher son billet pour les demi-finales. On en parle tout à l'heure avec Jean-Louis Kaninda. Jean-Louis Kaninda, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Fezamika. Les demi-finales seront quasiment francophones parce que la République démocratique du Congo affrontera la Guinée équatoriale alors que la Côte d'Ivoire sera face au Mali. Et oui, donc 100% francophone, mais à dominance ouest-africaine. Et alors, par rapport à la République démocratique du Congo et la Guinée-Conakry, qu'en est-il de l'histoire des confrontations entre les deux pays? Les deux équipes se sont rencontrées en 2004 en Tunisie. C'était lors de la CAN tunisienne. Et au cours de cette année-là, les Sili nationales avaient battu la RDC sur le score de 2-1. Mais ce sont les Congolais qui avaient marqué les premiers. Donc, en matière de CHAN, c'est la première fois. Mais ils se sont déjà rencontrés dans d'autres compétitions. Et quel est le bilan entre la République démocratique du Congo et la Guinée? Le bilan, c'est qu'après 4 matchs, la Guinée a gagné 2 matchs. La RDC a gagné 3 matchs. Les Guinéens ont marqué 5 buts ou encaissé 4. La RDC a marqué 10 buts, encaissé 6. Donc, la RDC est la meilleure attaque de la compétition pour le moment. Mais les Guinéens ont sorti la Zambie qui était la meilleure défense qui, en 4 matchs, n'a encaissé que 0 but. On est favori après notamment ce match que Florent Ibenge qualifie d'éprouvant puisque on a quand même fait face au Rwanda après plusieurs difficultés. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'équipe de la République démocratique du Congo est en bonne santé? Oui, parce que ça, c'est le 4e CHAN organisé. C'est la 4e participation de la RDC. Et la RDC a 2 quarts de finale et 1 titre. Donc maintenant, nous sommes en demi-finale. Mais pour les Guinéens, c'est toute une histoire de rêve parce que c'est pour la première fois que le Sili national arrive dans le CHAN. Et c'est pour la première fois qu'ils seront invités à une demi-finale. Une demi-finale qui se joue sans Luvumbu, héritier, n'est-ce pas? Oui, sans lui, selon les dires des médecins. Au fait, c'est une blessure légère qu'on a peur d'aggraver. Alors, le staff des médecins des Léopards, dirigé par
Et nous aurons la prochaine rencontre, c'est déjà le mercredi avec les RDC. Le jeudi, ça sera Mali-Côte d'Ivoire. Et le dimanche, le match de classement et la grande finale qui va se jouer au stade Amahoro de Kigali. Maintenant, c'est les RDC qui joue à Kigali parce que jusqu'en finale, elle a pu se distinguer. Merci Jean-Louis Kanida. Merci Fezamika. On va se séparer avec ce dossier santé. Bien que son apparition remonte à des milliers d'années, l'éradication totale de la lèpre n'est pas encore effective dans certains pays. Et la République démocratique du Congo est même classée 5e pays le plus endémique au monde. En ce qui concerne la lèpre, des cas continuent à être enregistrés à Kinshasa. Nombreux vivent sur le site de la rive dans des conditions précaires. Constat de nos reporters sur place. Ces anciens lépreux ont pour la plupart perdu les poignées de main et les pieds, signe d'un stade avancé de leur maladie. Pris en charge tardivement, ils ont contracté une névrite, l'inflammation des nerfs qui fait perdre les sensations, provoquant des graves lésions de la peau. Tout a commencé par des démangeaisons. À force de me gratter, j'ai commencé à perdre certains de mes membres. Pourtant, je ne ressentais rien. Et c'est ça qui m'a conduit à aller à l'hôpital. Sur place, ici au camp de la Rive, cette ancienne léproserie héberge plus de 23 familles. Et l'un d'entre eux, interné depuis les années 70, Gabriel Nzayadi, est considéré de doyen. On m'appelle doyen par rapport non seulement à mon ancienneté dans ce camp, mais aussi par rapport au réconfort que j'apporte aux autres. Beaucoup de nos proches sont décédés en laissant des orphelins. Bien que bénéficiant du soutien de l'action d'Amiens, ces anciens lépreux éprouvent tout de même d'énormes difficultés. À cause de ces ulcères, nous sommes obligés de recevoir des pansements de lundi à samedi. Mais parfois nous manquons des bandes pelpo et des compresses. Nous n'avons pas non plus assez de nourriture. La plupart des gens qui viennent nous visiter apportent des vêtements. Merci à eux, mais ce n'est pas l'essentiel. Surtout que c'est déjà usé. Nous sommes malades et avons plus besoin de soins médicaux. Pour celui que tout le camp surnomme doyen, l'assistance sociale en bien vivre et non vivre ne suffit pas. Encore faudrait-il développer une politique visant l'auto-prise en charge des anciens lépreux. Pour nous, les anciens lépreux, il faudrait plutôt créer des emplois adaptés à notre état physique, car nous ne sommes pas totalement invalides. Nous pouvons aussi être utiles. L'autre difficulté majeure, c'est la réintégration sociale de ces anciens lépreux. Souvent victimes de mutilations, ils font objet d'une discrimination sociale. Nombreux ne croient pas à notre guérison à cause des séquelles de la lèpre. Nous sommes comparés aux cadavres, certains font allusion au reste du serpent. Pourtant, grâce aux différentes avancées enregistrées dans la prise en charge de cette pathologie, notamment en République démocratique du Congo, les patients de la lèpre ne sont plus infectieux dès la première dose de 3 antibiotiques appelés polychimiothérapie. Ainsi, pour contrer la dite discrimination, le pays s'ébat depuis plus d'une décennie contre la léproserie en favorisant le soin ambulatoire. Mais seulement, pour lutter efficacement contre la propagation de la lèpre, les experts conseillent de se faire consulter dès l'apparition de ces taches claires sur la peau. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes ces informations en ligne sur notre site internet www.bone-tv.com. À demain.